heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, pour ce dernier dimanche du mois de mars. Et pour clôturer ce mois de mars avec beauté et avec élégance, eh bien, je reçois une grande dame de notre pays. Nous allons clôturer cette émission avec Cathy Kalanga, qui est porte-parole de la société civile dans toute sa diversité. Très heureuse de vous recevoir, madame Cathy Kalanga. Merci. Et la toute première question, vous êtes porte-parole de la société civile dans toute sa diversité. Cela veut dire quoi? Quand on parle de diversité, la société civile, elle est organisée en composantes, en thématiques et en plateformes. Okay. Donc, quand on parle de la diversité, c'est parce que nous avons voulu faire taire le nom de nos structures pour privilégier cette unité de la société civile. Vous allez retrouver là-dedans presque toutes les composantes et d'autres plateformes. Je donne un exemple. Vous avez le droit de l'homme, vous avez l'ordre des avocats, l'ordre des informaticiens, l'ordre des médecins, les handicapés, les jeunes, les femmes, il y a des corporations professionnelles, nous avons les secteurs privés, nous avons toute une panoplie de structures ou de composantes de la société civile. Et nous avons voulu cette fois-là essayer de faire entendre la voix du peuple en nous mettant ensemble pour parler d'une seule voix. Mais c'est vrai qu'il y a une certaine opinion qui pense qu'il y a deux tendances dans la société civile. Il y a la société civile pro-opposition. D'ailleurs, quand j'ai posté que j'ai recevais Mme Cathy Kalanga, on m'a dit non, c'est elle est de la majorité présidentielle, société civile, elle, majorité présidentielle. Est-ce qu'il y a-t-il deux ailes au sein de la société Madame civile? Colette, moi je suis désolée. Vous savez que la société civile reste société civile. Il n'y a pas une loi qui interdit à un seul citoyen congolais de créer une association quelconque. Ça veut dire que chaque personne a le droit de se réveiller un bon matin et créer une association parce qu'elle pense qu'elle doit militer pour défendre telle ou telle chose. Mais aujourd'hui, la société civile... Vous devez taire vos propres tendances. Par exemple, si Mme Cathy Kalanga est de la majorité présidentielle, mais quand elle est dans la société civile, elle tait ses tendances. Non, il n'y a que la société civile qui est là. Mais les acteurs politiques manipulent quelques acteurs de la société civile. Ça ne veut pas dire qu'il y a une société civile de la majorité de l'opposition. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas du tout. Ah non, pas du tout. Mais on vous voit, Madame Cathy Kalanga, vous, vraiment comme une dame de fer, descendre sur le terrain pour chercher le consensus pour le dialogue. Vous êtes pour le dialogue. Vous vous battez pour qu'il se tienne ce dialogue pour que le pays ne soit pas en crise. Mais oui. Je réaffirme encore une fois de plus que la société civile soutient les dialogues. Nous soutenons pas les dialogues. Je suis désolée, je vais vous expliquer. Nous avons soutenu ces dialogues depuis que nous avons commencé nos consultations pour aller rencontrer les acteurs politiques de l'opposition et de la majorité. Ça nous a donné de la matière lorsque nous avons élaboré notre rapport. Sur base de ces rapports, nous avons fait sortir les divergences et les convergences. Et nous avons beaucoup plus misé sur les divergences pour nous permettre de prendre une position pour le peuple, pas une position des intérêts des acteurs politiques, non. Une position pour le peuple, c'est comme ça que nous soutenons les dialogues. Parce que nous nous posons la question de savoir, aujourd'hui, si on n'arrive pas à trouver, le politique n'arrive pas à concorder, dites-moi, quel est le sort de la population aujourd'hui? Parce que les politiques se battent, ils voient leurs intérêts. La mission régalienne de la société civile, c'est de veiller sur le bien-être de la population. Est-ce que ce que nous avons fait, c'est pour le peuple? Oui, c'est pour le peuple. Parce qu'en amenant notre questionnaire, s'il vous plaît, non, quand nous sommes allés, écoutez-moi d'abord s'il vous plaît, quand nous sommes allés voir les acteurs politiques, nous avons amené un questionnaire. Qui vous a mandaté, madame? Non, mais d'abord, quand on parle de la société civile, seul peuple organisé ou structuré. C'est ça, société civile. Ça veut dire que vous les trouvez partout. Ils sont partout et ils ont le droit de dire un mot pour ce qui se passe dans notre pays parce qu'eux aussi sont des Congolais. Ok. Nous allons entrer dans la rétrospective proprement dite, mesdames et messieurs. Nous allons ouvrir par le point de presse du porte-parole du gouvernement, M. Lambert Mende, et nous allons avoir aussi sa réaction par rapport aux attentats de Bruxelles à l'aéroport de Zaventem et dans le métro là-bas à Bruxelles.
Le passage du Dr Mukwege à Kinshasa a été l'un des points abordés par le porte-parole du gouvernement. Non pas pour ses prouesses dans l'exercice d'un travail qui lui vaut le surnom de l'homme qui répare les femmes, mais plutôt pour la controverse suscitée lors de son récent séjour quinois. Pour Lambert Mende, le médecin directeur de l'hôpital de Panzi est totalement passé à côté de l'essentiel. On attendait de savoir si le nombre de femmes violées avait diminué ou non à l'Est grâce à lui. Ces statistiques sur ce phénomène qu'il a rendu si célèbre auraient permis d'apprécier ses efforts qui gagneraient à être coordonnés avec ceux du gouvernement et des partenaires comme la MONUSCO, qui ne sont pas négligeables sur le terrain et sur lesquels il ne parle pas. Le porte-parole du gouvernement le trouve même incohérent lorsqu'il fait un rapport entre l'alternance au pays et la fin des violences. Faire croire que le débat sur l'alternance démocratique serait synonyme de la fin de la guerre et de ses corollaires, que sont l'absence de l'état de droit et le déni de justice, relève du leurre parfait, dans la mesure où on peut lui rétorquer qu'un pouvoir fort et dictatorial, comme celui qui a existé dans notre pays en d'autres temps, est tout aussi à même d'éradiquer efficacement ce type de violence. Donc ça n'a rien à voir. S'agissant du dialogue, il demeure une priorité même en cas de réduction des effectifs de la MONUSCO, assure Lambert Mende. En 2007, les Nations Unies étaient bien ici, et vous avez bien vu les violences. Il n'a pas suffi pour qu'il n'y ait pas de violence en 2011. Tout est dans la détermination, dans les attitudes, dans le comportement des gens. Alors, dialoguons, parlons pour changer d'attitude, pour prendre de nouvelles résolutions. Où est le mal ? De la situation sécuritaire, il en sera question sur fond de ce rapport d'enquête du groupe d'études sur le Congo grec. Ce document dénommé « Qui sont les tueurs de Béni ?» un support dénué de tout fondement crédible, affirme le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende. C'est la Belgique qui vient donc d'être la cible d'actes terroristes avec des dizaines de victimes innocentes, parmi lesquelles se trouvent quelques compatriotes. Je sais que beaucoup de familles congolaises sont inquiètes du sort des leurs. Notre ambassadeur en Belgique, monsieur l'ambassadeur Kiloufia, nous a fait parvenir la liste des victimes congolaises. Il y en a 10. Est-ce que je peux... Pas mortes, mais blessées. Le gouvernement de la République démocratique du Congo condamne ces crimes que rien ne saurait justifier. Il exprime sa compassion et adresse au peuple frère de Belgique ses sincères condoléances. Mesdames, Messieurs de la presse, la révolte que suscite en chacun de nous la multiplication exponentielle de ces tragédies humainement inacceptables et dont aucune région du monde ne semble épargnée, appelle, du point de vue du gouvernement de la RDC, la constitution rapide d'un front commun des nations civilisées. Un tel front commun contre la barbarie devrait se fonder sur un code standard des lois et de règles communes destinées à rendre efficiente et efficace l'indispensable lutte contre ce fléau qu'est le terrorisme, qui se nourrit de la complaisance, de l'obscurantisme, de l'anonymat et de l'irresponsabilité. Madame Katikalanga, vous êtes une femme vraiment qui se bat, vous êtes dans la société civile, mais j'aimerais avoir votre avis par rapport aux femmes violées à l'est de la République. Vous avez suivi Lambert Mende au Malanga. Est-ce que ces histoires de viol, est-ce que c'est un mythe ou c'est vraiment réel? Est-ce qu'on se pose la question aujourd'hui si c'est devenu un fonds de commerce pour certains, réellement? Je condamne avec la dernière énergie ce qui se passe lorsqu'il y a des violences dans notre pays, lorsqu'il y a la guerre. Vous voyez la raison pour laquelle la société civile s'est levée pour crier tout haut que les politiques doivent arriver à concorder. Parce que lorsqu'une situation pareille perdure, demain nous allons tomber dans des violences. Moi, je leur pose une question. Lorsque il y a la guerre, que chacun d'eux puisse penser. Lorsqu'il y a une femme violée, que chacun d'eux pense
pense à sa femme, à ses enfants, à sa cousine, à ses nièces. Ça fait très mal. Ça fait très très mal. C'est pourquoi nous sommes en train de dire, nous voulons un dialogue maintenant, pas un dialogue de sang, pas un dialogue après que les gens puissent mourir. Ça, nous refusons. Donc, le problème de viol, nous dénonçons ça. Et nous voulons que tous les violeurs soient condamnés comme nous l'avions demandé. Aujourd'hui, Madame Kati Kalanga, vous prenez le dialogue comme la solution ultime. La solution, vraiment, c'est là où tous les problèmes, en tout cas récurrents de la RDC, seront traités. Mais nous sommes au 40e dialogue, Madame Kati Kalanga. Soyons aussi honnêtes. Mais écoute, nous sommes au 40e dialogue aujourd'hui, Madame Kati Kalanga. Mais ça nous va. allons aller mais les problèmes réels ne sont pas résolus. Le dialogue continuera toujours tant que le peuple existera. Tant que l'homme existera sur cette Analysez terre, bien, Madame Katikal. Quelqu'un ne fait pas bien son travail, il dit au finish, je ne travaille pas, je ne donne pas l'argent à telle organisation, je ne travaille pas, parce que je sais qu'au finish, il y aura un dialogue, on va trouver une solution. Voilà justement. Non, Madame Colette, moi je suis vraiment désolée. Moi je crois que ce soit l'opposition, que ce soit la majorité, lorsqu'il y a eu les élections en 2011, évidemment, après il y avait des problèmes. Vous avez suivi comme moi, le chef de l'État a prêté serment à Mongaliema et puis à Limité, il y a eu le président de l'IDPS qui a aussi prêté serment. Vous voyez? Et nous croyons que depuis lors qu'il y a eu ces problèmes, il a fallu que les gens se parlent. Nous, on avait même dans le temps refusé qu'on organise ces élections-là. La société civile avait réagi pour dire les conditions techniques ne sont pas réunies pour qu'on arrive à organiser les élections. Mais la classe politique a décidé, c'est une décision politique, il faut qu'on organise les élections. Et aujourd'hui, la société civile a encore une fois de plus demandé que, en suivant tout ce qui se passe aujourd'hui, au niveau de la société civile, nous avons une thématique qui milite dans l'éducation civique et électorale. Ça veut dire que nous, au niveau de la société civile, nous comprenons aussi pourquoi on doit organiser les élections. Mais nous ne voulons pas des élections qui vont amener la guerre, qui vont faire couler le sang. Nous voulons qu'on organise les élections apaisées, crédibles, qui ne seront pas contestées. Mais écoutez-moi s'il vous plaît. Mais justement, écoute d'abord ce que je suis en train de dire. Les acteurs politiques, aujourd'hui nous sommes en train de suivre dans tous les médias. Chacun sort avec un article. Chacun sort, c'est article est tel. Mais la population ne connaît rien du tout. La population ne comprend même pas qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Il a fallu qu'à ce moment-là, lorsqu'on a élaboré et promulgué notre constitution, il a fallu que les acteurs politiques vulgarisent la constitution de notre pays. Ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Et aujourd'hui, on demande au peuple d'adhérer. La population va adhérer à quoi? Quand elles comprennent rien. Mais c'est pourquoi nous leur demandons de parler. Allez-y parler. Nous aussi, on nous dit aujourd'hui, on organise les élections demain. Nous aussi, le peuple, on est fatigué chaque fois qu'on nous amène les gens qu'on a nommés. On a nommé, mais les gens ne nous rendront pas compte. Ils vont rendre compte à leurs parrains. Moi, je prends l'exemple du chef de l'État. Joseph Kabila a été élu par suffrage universel. Et il rendra compte à nous, en tant que peuple. Quel est le cahier des charges de la société civile s'il y a dialogue? Qu'est-ce que vous allez proposer pour qu'il y ait des élections apaisées? Oui, mais non, je ne viens pas ici aujourd'hui pour vulgariser les cahiers des charges de la société civile. Mais au moment venu, la société civile va disponibiliser son cahier des charges pour que vous puissiez voir qu'est-ce qu'elle demande là-dedans. Vous avez suivi aussi Lambert Mende avec moi par rapport au docteur Mukwege. Pour Lambert Mende, il faut faire la relation entre alternance politique et la diminution des viols, selon Lambert Mende. Est-ce que pour vous, l'alternance politique, ce n'est pas aussi une garantie pour qu'il y ait la paix? Si les élections coulent normalement, eh bien, il y aura aussi la paix, selon le docteur Mukwege. Mais écoute, chacun de nous essaie de réfléchir selon ce qu'il est en train de vivre.
nous disons ceci. C'est en consolidant la paix que vous allez arriver à bien faire l'alternance. Parce que même pour organiser les élections, s'il n'y a pas la paix, vous n'allez pas organiser ces élections-là. Mais madame, moi je vais vous poser une question. Nous avons connu des pillages dans ces pays. Vous allez me dire que s'il y a des violences qui commencent aujourd'hui, vous allez organiser les élections? Vous n'allez pas organiser les élections. Qui sera auteur de ces violences, madame? Il y a des hommes qui créent la violence et il y a mais justement, c'est la classe politique. Majorité et opposition. C'est pourquoi nous leur demandons de suivre la voie de la société civile. Parce que nous veillons sur le bien-être de la population. Nous voulons la paix. Nous ne voulons pas qu'il y ait le dialogue après le sang. Non. Ça, nous disons non. Nous voulons la paix. Et cette paix, nous la voulons pour tout le monde. Ce n'est pas seulement pour nous, madame. Moi, j'ai aussi mes préoccupations que je suis en train de faire. Mais c'est devenu compliqué. On dort, on se réveille dans une psychose, on ne sait pas ce que ce sera demain. Ah non, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Voilà la psychose, nous allons en Belgique, à Bruxelles précisément. Vous avez vu, je crois, vous avez suivi avec nous les attentats qui se sont passés dernièrement à Bruxelles, à l'aéroport et dans le métro. Quelle est votre lecture par rapport à ça, par rapport à ce terrorisme aujourd'hui qui ébranle le monde? Oui, oui. Je compatis d'abord avec les Belges, qui sont nos locaux, parce que vous savez, depuis toujours, les Congolais, quand ils vont en Belgique, il est à l'aise, hein, plus que partout. Je compatis avec eux. Mais n'oubliez pas, hein, ce sont le même fait. Ce qui se passe à l'est de la RDC, avec les ADF Nalou, qui tuent tout le jour. Et aujourd'hui, il est grand temps que le peuple comprenne que nous devons tous nous mettre ensemble pour combattre le terrorisme. Sinon, vous vous imaginez dans un pays comme le nôtre, ben, il y aura des morts à cascade. Moi, je me dis toujours, il y a eu plus de 6 millions de morts à l'est de la RDC. Il faudra... Mais ce chiffre commence à être contesté, madame Kati-Kalanga. Mais comment ça va être contesté? Parce que nous l'avons appris aussi par des rapports qui ont été déposés par-ci, par-là. Pourquoi on doit contester ça? Parce que ce sont des Congolais. Ce sont nos frères, ce sont nos sœurs, ceux qui meurent à l'Est. Donc nous ne pouvons pas nous taire et laisser nos frères souffrir comme ça. Donc dans ce dialogue, mais le chef de l'État, madame Kati-Kalanga, c'est vrai que vous prônez le dialogue, mais le chef de l'État a circonscrit le cadre dans lequel doit se dérouler ce dialogue. On ne va parler que du processus électoral. Donc tout ce qui se passe à l'Est, les violences et tout, peut-être sera un peu mis de côté, hein. Le chef de l'État avait reçu la société civile les 8 juin et puis nous avons encore une fois de plus été reçus le 8 novembre. En échangeant avec les chefs de l'État, il a fait des propositions, mais ce n'était pas exhaustif. Ah, okay. Ça veut dire que nous, en tant que peuple, nous pouvons aussi amener nos préoccupations à nous. Hein? Moi, j'ai dit que c'est une très bonne chose quand le chef écoute la population. Ok. Nous allons aller à la CPI, mesdames et messieurs, comme vous le savez. En tout cas, la sentence par rapport à Jean-Pierre Bemba a été connue. Jean-Pierre Bemba est reconnu coupable par rapport aux crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Et nous avons la réaction aussi par rapport à cette condamnation. Ceux qui espéraient une libération de Jean-Pierre Bemba peuvent déchanter. Le chairman ne va pas quitter de sitôt sa cellule de la Cour pénale internationale à La Haye. Celui qui, jusqu'à ce jour, est le président national du mouvement de libération du Congo, vient d'être reconnu coupable des crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis lors de l'opération menée en République centrafricaine du 26 octobre 2002 au 15 mars 2003 par un contingent du MLC. Pour la Chambre de première instance 3, il ne fait aucun doute que Jean-Pierre Bemba, en tant que chef militaire de ce mouvement rebelle qu'était le MLC, savait que ces éléments placés sous son contrôle commettaient ou allaient commettre des crimes visés par les charges. En plus, les juges de cette chambre renchérissent à l'unanimité que Bemba n'avait pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher ou réprimer l'exécution de ces crimes par ses subordonnés.
À la Chambre de première instance 3 de conclure au-delà de tout doute raisonnable que les différents crimes à charge de Jean-Pierre Bemba découlent du fait que ce dernier n'a pas exercé un contrôle convenable. De la fixation de la peine et réparation en faveur des victimes, la procédure sera décidée par la même Chambre 3 après avoir entendu les parties et représentants légaux des victimes. Pour rappel, c'est depuis le 3 juin 2008 que Jean-Pierre Bemba est détenu à La Haye. Moi-même, j'ai traduit l'état où nous nous trouvons. Lui-même est resté serein et confiant parce qu'il ne serait proche de rien. La défense va faire appel. Nous allons interjeter appel, ce qui est tout à fait normal. C'est son droit le plus légitime. Le verdict n'est pas en réalité, parce que moi je parle de conclusions, des résumés des conclusions de la Cour. La Cour a reconnu que la guerre a opposé Bozizé et Patassé. Et la Cour a reconnu qu'il y a eu autant de troupes alliées à Bozizé, il y a eu autant de troupes alliées à Patassé. Mais là, la Cour n'a poursuivi que le MLC. Ça, c'est la première chose. La Cour a reconnu aussi que Jean-Pierre Bemba, à entendre seulement qu'il y avait eu des exactions en République centrafricaine, a agi. Il a agi comme il se devait, mais la Cour dit c'était insuffisant. Par exemple, la Cour dit avant de déployer les troupes, M. Bemba aurait dû former d'abord les troupes. Mais la Cour a reconnu aussi que M. Bemba avait saisi officiellement les Nations Unies par le biais de son représentant, le commandant, le général Cissé. Mais la Cour ne nous a pas dit ce que les Nations Unies ont fait. La Cour nous a dit aussi que M. Bemba avait saisi la FIDH. Mais la Cour ne nous a pas dit qu'est-ce qu'on a fait au niveau international en termes d'enquête, en termes de poursuite, en termes d'exaction. Donc la Cour, pour moi, n'a vu que le verre à moitié vide, n'a pas vu le verre à moitié plein. Un individu qui organise des troupes, qui agit, mais une institution comme les Nations Unies qui n'agissent pas, une république comme la République centrafricaine qui n'agissent pas, la Cour n'a pas vu ça. C'est là où, en tant que juriste en droit international aussi, je me dis, où allons-nous pour la crédibilité de la Cour? Madame Katikalanga, votre réaction à chaud par rapport à ce procès vraiment fleuve qui dure depuis pour Jean-Pierre Bemba, votre réaction? Oui, vous savez, en tant que Congolaise, Jean-Pierre Bemba, c'est un frère. Les souhaits étaient qu'il soit relâché. Parce que ces problèmes, si vous le suivez bien, c'est un problème qui s'est passé au niveau de Centrafrique. Pourquoi on n'a pas convoqué les autres acteurs qui, au fait, sont aussi partie prenante dans ces procès-là. Mais la Cour a donné son verdict, hein, mais nous attendons la sentence et voir dans quelle mesure est-ce que les avocats de Jean-Pierre Bemba pourront introduire le recours. Mais vraiment, il est souhaitable quand même qu'il soit relâché. C'est beaucoup plus par rapport aux exactions des militaires, par rapport aux femmes, surtout aux viols, au pillage. Nous revenons par rapport à la situation de la femme Katikalanga. Vous êtes une femme. J'aimerais bien savoir, nous sommes en plein fin de mois de mars, nous y revenons. Les bilans de ce mois, Madame Katikalanga, est-ce qu'il y a eu des activités? Est-ce que le mois de la femme, la reconnaissance des droits de la femme, est-ce qu'en RDC, comment ça évolue en République démocratique du Congo? Ouf, les bilans de ces mois, ben, c'est pas seulement le mois de mars. Hein. Ça dit que du 1er janvier au 31 décembre, la femme est en train de mener des activités. Et je suppose que le mois de mars, c'est un mois qui nous aide à faire l'évaluation de tout ce que nous avons mené comme activité, de notre apport en rapport à ce qui se passe dans notre pays. Il y a eu beaucoup des activités des femmes, mais il faudra encore une fois de plus se poser la question. Le thème qui a été retenu cette année, 50-50, cap vers la parité d'ici 2030. Les 50% là. Je crois qu'il y a eu d'autres années passées là qu'on a encore parlé des 50%. Est-ce que c'est un slogan? Est-ce que c'est une chanson? Mais c'est quoi exactement les 50%? La Constitution de notre pays, dans son article 14, nous parle de la mise en œuvre de la parité. Je crois que depuis, il a fallu que la femme congolaise s'approprie de cet article. C'est la femme qui devait faire le travail pour confirmer la femme.
C'est la femme qui devait vulgariser cet article pour amener beaucoup de femmes à s'élever pour faire entendre leur voix. C'est toujours la femme qui doit encourager d'autres femmes à venir dans le combat. Ça, c'est au niveau de la femme. Mais aussi les hommes. Je ne dis pas que tous, mais il y a des hommes que moi j'appelle genrés, qui ceux-là ont compris que nous sommes tous des êtres humains, nous étudions, deux fois nous excellons plus que les hommes, nous avons le même diplôme et nous pouvons rendre service comme tout le monde en amenant notre compétence. Il y a ces hommes-là. Mais il y a les hommes qui ne sont pas encore prêts d'accepter le changement ou d'accepter les compétences des femmes. C'est vrai que cette parité, Madame Cathy Kalanga, est butée à beaucoup de compréhension par rapport à la femme. Hein, parce que j'ai participé à un atelier où on dit que on vulgarise cette notion que par rapport à la femme élite, entre guillemets, est-ce que la femme rurale, la femme qui reste à la maison, comprend-elle la parité, par exemple? Est-ce que vous allez chez ces femmes-là, qu'on dit vulnérables, pour leur expliquer la parité? Mais oui, mais si vous avez bien suivi les informations, je crois que depuis le début de ces mois, moi je n'étais que dans les fonds de Kinshasa pour parler avec des femmes. La parité, ce n'est pas seulement parce qu'on doit être dans le bureau. La parité, c'est dans tout ce que nous sommes en train de faire. Si nous avons le groupe de femmes qui vendent les makala, et les femmes là peuvent se mettre ensemble et faire mieux que les hommes. La parité, c'est aussi cette femme qui comprend que dans le ménage, il n'y a pas que l'homme qui doit amener de l'argent, il n'y a pas que l'homme qui doit contribuer, mais moi aussi, en tant que femme, avec mon petit travail, je peux aussi contribuer au ménage. La parité, c'est dans beaucoup de choses. C'est pourquoi nous avons voulu que la femme d'abord comprenne ce que ça veut dire cette parité. Que la femme elle-même puisse s'exprimer. Ce n'est pas parce qu'on doit parler français, non. On peut chercher la parité en lingala, en chiluba, en kikongo, en swahili. Hein? Nous voulons aussi que les femmes qui ont déjà compris ça puissent faire un effort pour rendre l'ascenseur à celles qui sont en train de venir. Mais l'ennemi de la femme, comme on dit, Madame Cathy Kalanga, c'est la femme elle-même. Nous l'avons vu, les femmes, il y a eu l'élection des gouverneurs, aucune femme, c'est quand même assez aberrant, on se plaint. C'est vraiment malheureux, c'est vraiment malheureux. Mais justement, ça justifie que nous ne faisons pas notre travail comme il le faut. Vous savez, en mobilisant les femmes, il faudra leur faire comprendre que si vous voulez obtenir cette parité, il faudra voter les femmes. Il faudra soutenir les femmes qui émergent pour que toutes ces femmes se retrouvent à la table de prise de décision pour que la voix de la femme puisse être entendue. Mais du moment où nous ne le faisons pas comme il le faut, si nous devons étouffer celles qui y arrivent, si nous ne voulons pas sensibiliser les femmes comme il le faut, mais comment voulez-vous que nous puissions entendre la parité? Alors dans ces cas, nous voulons quelque chose de ce contraire au même moment. Donc, au jour d'aujourd'hui, je crois que la femme doit comprendre que le combat est axé sur 3 ou 4 axes. Femme contre la femme, femme contre l'homme et femme contre la femme indirectement parce que des fois, quand les hommes n'arrivent pas à combattre cette femme, on utilise les autres femmes pour venir vous combattre. C'est comme ça que ça se passe. Ou alors, c'est femmes avec nos mœurs et nos coutumes que nous connaissons et qui font aussi que ça bloque. Des fois, il y a une femme intelligente qui reste à la maison, elle ne peut rien faire parce que le mari lui interdit. Nous avons parlé, moi je relevais cette histoire de la dot, Madame Cathy Kalanga, je sais que la dot pose énormément de problèmes aujourd'hui en République démocratique du Congo. Beaucoup de jeunes garçons se plaignent, ils disent que ça coûte excessivement cher, beaucoup se disent incapables de payer la dot qu'on demande. Est-ce que vous, en tant que femme, est-ce que vous ne pouvez pas militer un tout petit peu pour que la dot redevienne symbolique comme à l'époque de nos aïeux? Parce que payer une dot de $3000 avec, aujourd'hui on demande même des télévisions à écran géant, des montres, des Rolex, des groupes électrogènes. Comment un jeune homme qui vient à peine de terminer ses études et qui vient à peine de commencer le boulot peut se payer tout ça? C'est un peu acheter une femme avec le terme facture qu'on utilise. La femme elle-même se sent achetée par cette dot-là. Moi je suis croyante. Hein? Vous savez, les mariages, ça n'a pas été créé par l'homme. C'est l'homme qui a créé le mariage. Il avait dit, l'homme quittera... C'est Dieu qui avait créé. Oui. L'homme quittera sa famille
et s'attachera à sa femme pour créer une seule chair. Mais au jour d'aujourd'hui, nous avons comme l'impression que le parent croit que le fait que tu as eu un enfant et que tu peux le vendre au prix que toi tu voudras. Non, c'est pas ça. D'abord, avoir des enfants, c'est une grâce de Dieu. Et quand Dieu vous donne des enfants, c'est que vous devez vous impliquer pour que ces enfants-là vivent bien. On ne vend pas les enfants, mais on pose les actes pour la gloire de Dieu en amenant les enfants à accomplir ce que Dieu a demandé. Et pour cela, on ne peut pas demander beaucoup d'argent. Pourquoi? Peut-être nos coutumes, d'une façon symbolique, de déposer quelque chose, nous déposons et puis les enfants se marient. Les enfants se marient, ça peut être en francs, symboliquement. Oui, mais justement, moi, je ne partage pas ces avis-là avec ces parents-là. Moi, je ne les partage pas. Parce que je me dis, et même dans cette famille, avant qu'on vienne épouser la fille, il y a eu quand même le papa et la maman qui se sont concertés. La Bible nous dit, femmes, soyez soumises. Et la même Bible dit, hommes, aimez vos femmes. Mais alors, quand vous vous concertez parce que Dieu vous a béni, vous avez eu ces enfants-là. Pourquoi vous devez rendre la vie difficile aux enfants du moment où vous avez eu la facilité de vous marier et faire votre vie? Je ne partage pas cet avis et j'accepte vraiment que nous puissions mener des pétitions dans ce sens-là pour qu'on revoie un peu le problème des dots. Voilà, mesdames et messieurs, nous nous rendons maintenant en pleine société civile où la société civile a réagi par rapport à la saisine de la CENI à la Cour constitutionnelle pour le prolongement du délai par rapport aux élections qui doivent se tenir d'ici là incessamment et la réaction d'un constitutionnaliste par rapport à ce dossier. Dans notre pays, nous allons de violation de la Constitution à tel point que les actes inconstitutionnels sont devenus des actes constitutionnels et que la Constitution elle-même n'est pas du tout respectée. La Constitution est claire et je ne pense pas qu'ils ont lu l'article 161 qui dit que c'est le président de la République, le gouvernement, les présidents du Sénat, les présidents de l'Assemblée nationale, les présidents des assemblées provinciaux qui sont habilités à saisir la Cour constitutionnelle. Et ça, c'est par rapport à des actes vraiment pour vérifier l'inconstitutionnalité. Mais je ne pense pas qu'on puisse saisir la Cour constitutionnelle pour l'acte que la Constitution elle-même a déjà fixé. La CENI n'a pas cette qualité de saisir la Cour constitutionnelle. Parce que tout ce que la Cour constitutionnelle saisit, ce sont des contentieux. Les contentieux électoraux du président de la République et des députés nationaux, voire même du référendum. C'est ce que dit la Constitution. En dehors de ces matières qui sont liées aux élections, il n'y a pas d'autres matières électorales que la Cour constitutionnelle doit statuer par rapport à une date que la Constitution elle-même a fixée. Nous pensons que la CENI devrait quand même tirer plutôt ses conclusions et déclarer tout haut de l'incompétence d'organiser des élections du fait que les politiques ne les ont pas aidés, et surtout le gouvernement qui a manifesté la mauvaise volonté de donner les moyens à la CENI pour organiser les élections dans les temps, et que tirer des conséquences et parfois laisser les tabliers. Si la CENI actuelle n'est pas en mesure d'organiser les élections, qu'elle n'en s'en fasse pas. La Constitution a prévu un plan B. L'article 70 de la Constitution est clair. Le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois, point barre. À son la deuxième, il reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. C'est ça la nuance, même avec l'article 103, 105 qui font référence aux députés nationaux et sénateurs, voyez-vous. Donc ici, le constituant a voulu spécifier en disant le président élu. Ça veut dire que l'actuel président ne pourrait rester en fonction qu'au cas où il y aurait élection d'un nouveau président. Alors l'article 75 de la Constitution vient maintenant donner la suite
dû à l'absence des élections. Voyez-vous, après le deuxième mandat du président de la République, là, il y aurait vacances. Parce qu'il y a vacances au regard de cet article en cas de décès, de démission ou pour toute autre cause. Et ici, la fin du mandat, du deuxième mandat du président de la République constitue bel et bien une cause d'empêchement définitif qui appelle donc à ce que soit appliqué l'article 75-76. Ça veut dire que le président du Sénat, cette fois-là, prendra le pouvoir pour exercer l'intérim et organiser les élections au minimum pendant 60 jours, au maximum pendant 90 jours. Cependant, il peut aller à 120 jours en cas de force majeure. Et cela avec l'autorisation de la Cour constitutionnelle. Voilà la seule hypothèse où la Cour constitutionnelle peut intervenir pour une probable prolongation de mandat. Nous sommes en 2016, l'année électorale, l'année de tous les enjeux. Vous voyez comment ça chauffe, comment les gens donnent leur avis sur tout et rien. Mais cette fois-ci, c'est par rapport à la saisine de la Cour constitutionnelle. La saisie aurait demandé à la Cour constitutionnelle, j'ai bien dit aurait demandé à la Cour constitutionnelle d'interpréter un peu ou de l'aider à interpréter un peu cet acte ou nous permettre de prolonger un peu les délais parce que techniquement, la CENI s'est dit incapable de réaliser ou de préparer ou d'organiser les élections dans les délais impartis par la Constitution. Mais certaines voix s'élèvent pour dire que non, la CENI n'a pas le droit, n'a pas qualité d'approcher la CENI par rapport à ça. Votre réaction, Madame Katika Nanga? Mais écoute, Monsieur Corneille Nangaa, président de la CENI, a fait une suggestion. Mais à mon entendement, je n'ai pas vu là où Corneille Nangaa est allé déposer la requête à la Cour constitutionnelle. Mais je ne sais pas comment est-ce que la société civile donnera sa position du moment où cette requête n'a pas été déposée. Nous attendons au moment venu. Lorsque Nangaa va déposer cette requête, la société civile va se réunir. Comme d'habitude, elle vous donnera sa position par un point de presse. C'est lui qui a parlé, il est de la société. C'est comme il dit la société. La société civile dans toute sa diversité plurielle, c'est une grosse machine. Il y a des individus qui sortent par-ci, par-là pour émettre leurs avis. Mais moi, je ne peux pas aujourd'hui, maintenant, la donner l'avis de la société civile parce qu'elle ne s'était pas encore réunie et je ne peux pas engager des gens. Nous attendons. Par rapport aux articles, vous avez évoqué un point tout à l'heure, vous avez dit que chacun utilise les articles de la Constitution à ses dépens, chacun veut tirer la couverture de son dépens, mais ce constitutionnaliste nous a bien dit clairement, par rapport à la vacance du chef de l'État, que le chef de l'État reste en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé par un président élu. Il a bien dit la nuance, il doit avoir donc des élections en amont. Donc on ne peut pas prolonger le mandat du chef de l'État, c'est anticonstitutionnel. Mais c'est pourquoi j'avais dit tout à l'heure qu'il faudra qu'on puisse bien expliquer ça au peuple. Le peuple doit comprendre ce que dit notre Constitution. Celui-là a été plus clair, il a été un peu clair. Mais écoutez, vous êtes en train de parler, il est passé dans le média, c'est comme je suis en train de parler ici. Est-ce que vous pouvez me dire combien de gens sont en train de me suivre? Non. Donc l'information n'est pas bien vulgarisée. Nous tenons que cela soit bien compris par le peuple. Parce que si vous descendez aujourd'hui dans la rue, chacun va vous donner... Il va interpréter ce que lui prétend entendre. Alors c'est compliqué. Et pour ça, je crois qu'il y a des acteurs clés qui doivent faire ce travail. D'abord, les acteurs politiques, majorité, opposition, et aussi bien les acteurs de la société civile, parce qu'eux doivent veiller sur la démocratie. Et quel est le rôle et la place de la femme pendant ce combat ou cette année électorale? Qu'est-ce que la femme doit faire aujourd'hui? Parce qu'on dit que la femme, c'était la matrice. La femme, c'est la mère de la nation, si vous permettez l'expression. Katika Nanga, en tant que femme, quel est votre rôle pour apaiser cette tension? Oui. Je sais que vous êtes déjà en train de descendre partout pour essayer d'avoir ce consensus. Oui, Colette, oui. En tant que femme, c'est dur. Ça fait des années, je crois que tu es en train de suivre tout ce qui se passe. La démarche que nous menons. Vous savez que quand il y a des violences, la première victime, c'est la femme. Ce sont les enfants.
Et cette femme qui donne la vie, qui doit veiller sur cette vie, qui doit surtout la protéger, ne peut que veiller sur les enfants, ne peut que veiller sur la famille. La femme, c'est le socle même de la famille. Et cette femme, aujourd'hui, quand elle lève le ton, parce qu'elle sait ce qui arrive, il faudra qu'on puisse écouter cette femme quand elle parle. Les femmes, aujourd'hui, se mettent ensemble. Et nous avons déclaré année 2016, année de paix. Cette année, c'est une année de paix. Nous sommes en train d'aller consulter les femmes politiques avec le message. Et un seul message. Elles sont actrices de la paix. Leur rapport pour consolider la paix dans notre pays. Et celles qui votent le plus, ce sont des femmes. Et où est sa place? C'est ça, justement. Il faudra qu'on puisse nous écouter. Parce que quand il y a des désordres, la femme ne se retrouve pas. Est-ce que vous voulez que les femmes prennent des armes aujourd'hui? Depuis que la guerre a commencé en République démocratique du Congo, je n'en connais pas en tout cas. Il n'y a pas eu une seule femme chef de guerre. Est-ce que tu peux me le citer? Moi, je n'en connais pas. Cette femme, elle réfléchit avec son cœur. Parce qu'elle tient à la paix. Elle tient au développement. Cette femme ne va pas, parce qu'il faudra se battre pour conquérir le pouvoir, accepter de tuer. Non. Est-ce que vous voyez une femme à la tête de la République démocratique du Congo? Parce que vous avez parlé vraiment que c'est elle, vous êtes artisane de la paix, la femme est là pour se battre, pour consolider la paix, la femme est vraiment le socle de la paix. Est-ce que vous ne voyez pas pour une fois vraiment une femme à la tête de ce pays pour qu'on arrête un peu tout ça? Mais elle doit continuer à se battre. Elle doit d'abord s'affirmer sur la scène politique. Il faut qu'elle puisse se battre. Est-ce que dans la société civile, vous attirez les femmes pour qu'elles viennent dans les regroupements? Mais nous faisons des plaidoyers pour que soient prises en compte les quotas des femmes. Et encore une fois de plus, nous avons tenu des ateliers pour que nous puissions accompagner les femmes politiques, pour que nous puissions les soutenir, même lorsqu'il y a campagne lors des élections. Il faudra que les femmes comprennent que pour que les femmes se retrouvent à des postes de prise de décision, il faudra qu'elles soient soutenues par les femmes. Et par leurs hommes aussi et leurs maris. Mais absolument. Si leurs maris ne veulent pas, c'est ça aussi qui pose problème. Quand ton homme te dit non, ben soyez soumise, elle dit non. Il y a beaucoup de potentialités, il y a beaucoup de femmes fortes, des femmes qui ont une forte personnalité. J'exhorte les papas, j'exhorte tous les papas qui me suivent que la délivrance peut provenir aussi de votre femme. Donc, il faudra la soutenir, il faudra l'aider. Quand vous sentez en elle les potentialités, il faudra vraiment l'aider. Peut-être qu'il y a quelque chose de bon qui sortira de là. Nous continuons, mesdames et messieurs, coup d'œil à nos partis politiques, aux activités de nos partis politiques. Nous prenons deux comme à l'accoutumée. Front Citoyen 2016, c'est une plateforme, et la CCU de Lambert Mende. Une nouvelle initiative signée Front Citoyen 2016. Une campagne dénommée Yebela Pasinayo Pasinanga. Cette campagne vise à saluer la mémoire de ceux qui ont succombé, les martyrs de la liberté et de la démocratie, mais surtout à dire à tout et à chacun: nous sommes Congolais, nous sommes frères, le Congo nous appartient tous. Nous ne devrions pas en arriver là. La violence n'est pas la solution. Tout citoyen est tenu de respecter les lois. Les hommes en uniforme sont les premières cibles de cette démarche visant à les sensibiliser sur les droits et devoirs du citoyen, mais aussi sur leur rôle. À travers des activités d'information et de sensibilisation, les citoyens iront à la rencontre des agents de l'ordre, policiers, militaires et agents des services de sécurité, afin de les sensibiliser sur le droit et le devoir des citoyens, ainsi que le rôle des agents de l'ordre dont les attributions sont issues
du pouvoir délégué par les citoyens à travers la Constitution et le droit. La campagne s'articule comme suit. Tout citoyen qui rencontre un agent de l'ordre l'encourage en lui serrant la main, en lui faisant un signe de la main et dans la mesure du possible en lui offrant une fleur. Mois de la femme oblige. Le Front citoyen 2016 va saisir cette occasion pour décerner le prix de la femme de l'année à Rebecca. C'est cette jeune femme détenue dans le cadre de l'affaire des jeunes activistes du mouvement dit pro-démocratie de la Lucha. La base de la CCU commis de Matete connaît désormais ses dirigeants. Les membres du comité ont été investis à l'issue de cette cérémonie présidée par le président de la Ligue des jeunes qu'accompagnait le membre de la Ligue provinciale et communale. À l'occasion, Thierry Monsenepo a eu un moment d'échange avec la jeunesse de cette municipalité très mobilisée pour la circonstance. Aux uns et aux autres, il a transmis le message de l'initiateur du parti, Lambert Mende Malanga, sur l'engagement citoyen. Ici pour accompagner le président provincial de la Ligue pour mobiliser et conscientiser les jeunes de Matete, mais aussi installer les membres de la Ligue pour cette commune et aussi apporter le message de l'initiateur qui se base principalement sur l'engagement de chaque jeune dans la lutte politique que nous menons, mais aussi pour soutenir les actions de l'État et éviter à ce que les jeunes se fassent manipuler, mais plutôt qu'ils soient derrière la patrie. Thierry Monsenepo n'était pas qu'un simple messager de Lambert Mende, il a été aussi porteur d'un don de celui-ci à la base de Matete. C'est sur une note de satisfaction que le président de la Ligue des jeunes de la CCU a quitté la commune de Matete tout en laissant flotter officiellement le drapeau du parti, cher à Lambert Mende. Cathy Kalanga, comment jugez-vous l'initiative du Front citoyen 2016 aller à l'encontre des forces de l'ordre? Belle initiative, selon vous? Bon, écoute, non. Ça dit que moi, je vais répéter et reprendre ce que j'ai toujours dit. Et c'est ce qui est défini comme mission de la société civile. C'est de veiller sur le bien-être de la population. Si les actions que nos collègues, nos camarades sont en train de mener, ça va aider le peuple, tant mieux. Mais si cela n'apportera rien à notre population, tant mieux le c'est. Mais vous savez que ce peuple est en train de souffrir. Je m'explique. Vous avez les acteurs politiques qui se battent dans tous les fronts pour conquérir, conserver ou arracher le pouvoir. Vous avez aussi les acteurs de la société civile qui se disent « Nous voulons faire entendre notre voix » et surtout, après ces problèmes, sûrement, chacun de nous continue à militer dans sa plateforme, dans les domaines qu'il a choisis. Mais au reste, je crois qu'il est de notre devoir aujourd'hui de voir beaucoup plus l'intérêt du pays et non pas des individus. Est-ce que vous avez l'impression que Thierry Monsenepo l'a d'ailleurs relevé, on est en train d'instrumentaliser les jeunes, les femmes et les enfants par rapport aux enjeux politiques? Mais oui. Sincèrement, moi je lance un appel à la jeunesse congolaise que même si on doit aller faire la politique, il faudra avoir des références. Quel modèle? Parce que nous avons un problème sérieux. Est-ce que tous les jeunes qui terminent à l'université aujourd'hui doivent aller faire la politique? Non. Non. Il faudra plutôt que le gouvernement congolais puisse s'impliquer pour créer des emplois. Oui, pas créer comme mais encourager la création des emplois.
soutenir les Congolais qui ont envie d'ouvrir de petites unités de production, de PME, de PMI, qui vont permettre de lutter contre le chômage. Tout le monde n'est pas appelé à faire la politique. Mais nous avons comme l'impression qu'on veut instrumentaliser la jeunesse. Les deux camps, en fait. Hein, mais bien sûr, mais bien sûr. Nous nous inscrivons vraiment pas dans ces schémas. Nous voulons qu'on voie ça, qu'on réfléchisse autrement. Madame, dans toutes les chaînes de télévision ici, quand nous regardons, c'est bizarre, hein? Tout le monde se met devant la télé que pour suivre des émissions politiques. Mais pourquoi vous, ici, dans votre chaîne Congo Web, il n'y a pas des émissions de débat de société? On en a besoin, nous, en tant que peuple. Débat de société. Vous vous mettez là? Pourquoi, dans ces coins-là, vers Massina, il n'y a pas de courant? Mais écoutez, parce qu'il y a des problèmes au niveau de Inga 2 ou Inga 3, on invite l'ADG de la SNEL, on discute, on invite les ingénieurs indépendants, on discute, on voit dans quelle mesure est-ce qu'on peut améliorer, n'est-ce pas, pour l'intérêt du peuple. Il y a trop d'émissions politiques. Il n'y a que des émissions politiques. Il n'y a que des émissions politiques. Mais quand la maman Jackie est en train de fabriquer des yaourts, pour qu'elle arrive à fabriquer des yaourts qui vont réunir des normes internationales pour voir comment est-ce que nous pouvons l'exporter, non, nous sommes toujours dans des émissions politiques. Mais quand est-ce que nous allons faire des débats de société? Et puis, vous les journalistes, vous aimez bien les émissions politiques, hein? Nous voulons les émissions où vous allez me poser la question: qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nous achetons les pains à 200 francs? Mais la farine là, la farine qui arrive, la farine de Medema, la farine de ceci, ben dites-nous comment ça se passe. Les mamans qui font des mikaté, quand on fait les mikaté, ça rapporte combien? Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'arranger? Nous voulons aussi des débats pareils. Voilà, je crois que le message, vraiment le SOS de Mme Cathy Kalanga est tombé aux oreilles des responsables de notre chaîne pour qu'il y ait beaucoup plus des émissions à débat économique, à débat à caractère social, parce que le peuple en a besoin. Hein. On en a besoin. Tout est focalisé un peu sur la politique, désolé, mais bon, c'est la politique qui crée cet environnement-là. Mais madame, c'est pour aussi vous dire quoi? Non. Bon, oui, pour qu'il y ait la paix, il y a cette portion-là. Mais lorsque nous sommes allés rencontrer les acteurs politiques de l'opposition et de la majorité, nous avons amené notre questionnaire. C'était le seul questionnaire. Mais, qu'est-ce que nous avons voulu savoir là-dedans? Est-ce que le débat politique qui se passe tous les jours, les débats contradictoires, ça nous amène du courant? Ça nous amène de l'eau? Est-ce que nous avons trouvé des solutions pour les petits commerces? Est-ce qu'aujourd'hui, les problèmes des épidémies, que sont les mesures qui ont été prises? Nous avons posé des questions pour la scolarisation de nos enfants. Et nous avons posé des questions pour l'accès aux soins de santé primaire. Nous avons posé des questions pour les problèmes de l'insécurité. Nous avons posé plusieurs questions. Est-ce que le dialogue résoudra tout ça aussi? Mais oui. Est-ce que le dialogue résoudra tout ça? Mais s'il vous plaît, j'ai parlé des émissions. Oui, mais moi je rétorque, je vois plus loin. Est-ce que le dialogue résoudra non, ça dit qu'il y a toute une liste de divergences qui vont nous permettre d'en parler. Mais la question primordiale aujourd'hui, la question qui fâche, je crois que c'est d'abord le problème des processus électoraux. Qu'on en parle, qu'on termine, qu'on organise les élections. Et dès que c'est fini, je crois qu'au reste, il faudra déjà mettre ça dans votre calendrier. La politique vient toujours au-dessus de tout. Il faut qu'il y ait un bon programme politique. Il faut que le pays ait de l'alternance, selon le docteur Moukoué. On revient. Quand ça coule, eh bien, tout ça découlera de tout ça. Si dans la politique, ça ne va pas... Mais écoutez, partout, hein. Bon, dans la politique, ça ne va pas. Il y a affrontement demain. Comment vous allez organiser les élections s'il n'y a pas la paix? Vous allez organiser les élections comment? Moi, je me rappelle qu'en 2006, lorsque monsieur l'abbé président Malmal avait publié le résultat le résultat présidentiel, ben, on l'a ramené dans une char.
Mais nous ne voulons plus revenir dans des situations pareilles. Nous voulons... Mais justement, maintenant là qu'on a organisé les élections de gouverneurs, j'ai vu que ça s'est passé dans la quiétude. Mais c'est ce que nous cherchons. On ne cherche rien de plus. Nous allons terminer, en terminant, mesdames et messieurs, nous nous dirigeons maintenant vers nos ministères, deux ministères choisis cette semaine, le ministère du Plan qui va nous parler de clôture de mois de la femme, il y a une activité au ministère du Plan, et le ministère de la Santé, c'est par rapport à l'épidémie de la fièvre jaune. C'est tout autour du thème « Appliquons la parité homme-femme maintenant dans la paix pour le développement durable d'ici 2030 » que les échanges ont tourné. Plusieurs intervenantes ont défilé devant le perchoir pour mobiliser la gente féminine du ministère du Plan et suivi de la révolution de la modernité à son autonomisation. Pour la secrétaire générale Henriette Likele, cet échange revêt toute son importance car la femme doit désormais s'inscrire dans la dynamique du développement durable. Le monde évolue. Nous venons de parler, nous venons de terminer avec les objectifs du millénaire pour le développement. Vous avez suivi, vous êtes des journalistes, vous êtes en contact avec le monde du développement. Et aujourd'hui, nous passons aux objectifs du développement durable. Alors nous devrions profiter de cette occasion pour faire connaître aussi à la femme qu'il puisse savoir qu'il doit s'impliquer aussi dans le développement durable. Et c'est pourquoi vous voyez que nous avons tenu à ce qu'il y ait des enseignements sur cette question, non seulement sur la journée internationale de la femme, mais aussi sur les objectifs de développement durable. Et nous avons fait appel à des experts du ministère du genre et aussi des experts de notre ministère. Je crois que c'est l'essentiel et je crois que nous avons suivi tous ensemble de ces enseignements que je demande à vous aussi de mettre à profit parce que c'est vraiment intéressant. Et ça aide aux femmes et aux hommes d'avancer ensemble. Signalons que le ministère du Plan étant programmateur, les femmes évoluant sous sa tutelle se devaient donc être outillées pour le développement durable à l'horizon 2030. Il n'y a pas d'épidémie en République démocratique du Congo, il n'y a pas d'épidémie de fièvre jaune, mais nous avons 7 cas qui ont été certifiés au premier degré à l'INRB comme positifs, mais ces cas sont des cas d'importation et nous attendons les résultats. Même si Dakar confirmait que c'est positif, nous ne déclarerons pas l'épidémie parce que ce sont des cas d'importation. Voilà pourquoi nous invitons la population à des mesures de lutte anti-vectorielle. Aujourd'hui, nous devons nous battre pour assainir notre milieu. Nous devons nous battre pour éviter la stagnation des eaux, de pluie ou de toutes sortes d'eau, qu'il s'agisse des flaques dans les maisons ou dans les parcelles, qu'il s'agisse de l'eau qui stagne dans des pneus, dans des pots de fleurs ou dans n'importe quel endroit. Nous devons assainir nos milieux. J'invite la population et les familles à dormir et à faire dormir toute la famille sous la moustiquaire imprégnée d'insecticides à longue durée d'action. Les mesures sont prises au niveau du ministère de la Santé publique et nous invitons les hommes de médias à pouvoir communiquer et à pouvoir donner l'information pour éviter justement que les gens ne puissent avoir peur parce que les choses sont prises en charge par le gouvernement de la République. La surveillance a été rehaussée au niveau des points concernés et nous espérons justement qu'il n'y aura pas de cas autonomes. S'il y a des cas autochtones ou des cas de contamination sur place, d'autres mesures seront prises en fonction des résultats et en fonction dans le respect du règlement sanitaire international que nous respectons. C'est vrai, Madame Cathy Kalanga, vous avez laissé une petite pierre pour dire que nous sommes trop concentrés sur la politique. C'est vrai que maintenant, il y a une autre psychose qui vient de naître, c'est cette fièvre jaune en Angola, ça en a décimé beaucoup et d'ailleurs la population a peur, c'est par rapport au point surtout à nos frontières, hein, par rapport à l'Angola. Est-ce que vous vous sensibilisez aussi par rapport aux maladies, aux épidémies
votre organisation ou dans votre travail que vous faites, c'est pas seulement parler du dialogue. Merci. Je voudrais d'abord préciser une chose. Moi, je suis activiste de droits sociaux économique. Donc ça entre dans le cadre aussi. La pauvreté. Donc voilà justement, voilà. Oui. En suivant le ministre de la Santé, je salue vraiment cette décision de prévention pour la fièvre jaune, mais en lui demandant aussi qu'on puisse vraiment renforcer encore. Et comme il avait fait lorsqu'il y avait Ebola, il était descendu lui-même sur terrain. Bon, c'est une très bonne chose. Hein. Vraiment, je salue cette décision du gouvernement. Parce que ça fait beaucoup au niveau de la société civile, nous avons une thématique qui ne milite que dans la santé. C'est-à-dire que cette thématique, au jour d'aujourd'hui, est en plein terrain en train de faire le travail. Je vous ai dit que la société civile est organisée sous forme de composantes, thématiques et plateformes. Donc, il y a une thématique qui milite dans la santé et on en parle, on en discute même encore hier avec l'IF, le syndicat de la santé. Nous avons discuté, on en a discuté là-dessus pour voir comment est-ce qu'on doit mobiliser les gens. Par rapport à la femme, c'est vrai que nous sommes dans ce mois-ci, il y a une maladie qui décime les femmes et les femmes ne sont vraiment souvent pas trop au courant, c'est le cancer du corps de l'utérus et le cancer du sein. Est-ce que, comment on fait pour que les femmes, en tout cas, qu'on vulgarise un peu contre ce cancer qui ronge beaucoup de femmes et souvent qui meurent dans l'ignorance de ces deux maladies? Je voudrais lancer un OSCOS auprès de notre ministre de la Santé, que peut-être nous pourrions, dans les jours à venir, lui déposer un mémorandum de la société civile. Je crois qu'avec nous, il pourra bien sensibiliser les femmes. Parce que la société civile, c'est vraiment à la base. Alors, si on utilise les différentes structures de la société civile, je crois qu'on va bien parler, on va bien expliquer aux femmes comment est-ce qu'il faut procéder pour aller faire un dépistage. Et en dehors de ça, comment est-ce que la femme doit se comporter pour voir ça va ou ça ne va pas, il faudra oui ou non voir le médecin. Donc tout ça, nous allons vraiment demander le soutien du ministère de la Santé pour qu'on puisse faire ce travail au fin fond de notre pays. Nous allons continuer, mesdames et messieurs, nous sommes à l'avant-dernier chapitre, nous allons parler, nous sommes toujours au mois de mars, mesdames et messieurs, alors l'agence Maxi Agency a remis des prix aux femmes ce mois-ci, aux femmes émérites, aux braves femmes, pour en tout cas leur rendre hommage, une reconnaissance des femmes qui se battent chacun dans son domaine. Et nous allons parler de l'électricité, Madame Cathy Kalong en a parlé, en tout cas l'électricité est un élément déterminant, un élément clé pour que notre pays soit émergent d'ici là. Et bien, nous allons en parler dans ce chapitre. Spécialisé dans l'évaluation des personnes physiques et morales, Maxi Agency a décerné ce jour de prix à plusieurs femmes réunies au sein du rassemblement des leaders, elles qui ont excellé cette année dans plusieurs domaines. Pour les organisateurs, ce prix de mérite est un signe d'encouragement et de reconnaissance du travail abattu. Alors c'est en rapport avec tout cela que nous avons bien voulu en ces jours encourager les femmes, parce que notre travail c'est encourager les femmes par rapport à ce qu'ils font comme travail et leur dire que nous leur plaçons face à une responsabilité. Ce n'est pas dire à ces femmes qui vont recevoir ces prix tout à l'heure que vous êtes arrivés ou qu'il n'y a plus rien à faire. C'est pour dire qu'il y a des gens qui vous observent, il y a des gens qui vous regardent, il y a des gens qui apprécient ce que vous faites comme travail, mais vous devez aller au-delà de cela. Quant à la journaliste Congo Web Télévision, Paulette Kimuntu, cette reconnaissance est le fruit d'un travail assidu. Mais c'est un métier assez difficile, je vous le dis. Un métier qui, il faut l'aimer d'abord. On ne fait pas un travail par nécessité. Non, il faut le faire par passion. Moi, c'est depuis l'âge de 5 ans que je savais que je devais être journaliste. Et c'est pour ça vraiment que je tiens à ce que toutes les filles qui veulent être journalistes, qu'elles aiment ce métier d'abord et qu'elles acceptent toutes les conditions. C'est pas facile parce que nous, on nous traite de tous les noms. Les femmes, c'est toujours comme ça. Moi, je leur dis, les femmes légères, on ne les retrouve pas seulement dans cette profession de journaliste. Quand une femme veut être légère, elle le sera partout. Infirmière, esthéticienne, couturière et tout. C'est à la femme que revient le dernier mot pour son comportement. Signalons que Maxi Agency a décerné des prix de mérite à plus de 180 personnes physiques et morales depuis 2009.
L'électricité, véritable casse-tête à Kinshasa. La situation s'est empirée ces derniers jours. Il suffit de sillonner la ville pour s'en rendre compte. Pour pallier à cette situation, la Société nationale d'électricité avait initié le système de cartes prépayées, une innovation censée permettre aux abonnés de payer l'énergie consommée, mais l'initiative n'aura pas produit les résultats escomptés. La méthode s'est révélée inefficace dans certaines communes de la capitale, à l'instar des Mongafula, Selembao et Gombe. Les raisons sont légion, avancent les clients de la SNEL. La SNEL serait incapable d'approvisionner ses différents points de vente. Elle évoque un problème de connexion, situation qui pourrait perdurer pendant plusieurs jours. Conséquence, les abonnés, bien que détenteurs d'une carte prépayée, sont contraints de vivre dans le noir en attendant que la SNEL alimente ses bureaux de vente. Véritable manque à gagner pour cette société quand on sait que cette nouvelle manière de faire les choses avec les cartes prépayées a été adoptée par la SNEL pour capitaliser ses ressources, mais aussi mettre fin au problème tant décrié par les Quinois, payer une facture sans consommer l'électricité. Du coup, les abonnés se plaignent du fait que les bureaux de la SNEL ne sont pas ouverts à temps plein le samedi et dimanche. L'abonné n'ayant plus de crédit devra attendre jusqu'à lundi. Autre raison avancée, même les détenteurs d'une carte de crédit valide sont frappés par le délestage. Les abonnés de la SNEL espèrent voir cette société ayant le monopole de distribution de l'électricité à Kinshasa améliorer ses services, notamment mettre fin aux coupures intempestives non justifiées dans la capitale. Rien que pour la journée de ce mardi, Congo Web TV a comptabilisé dans ses installations plus ou moins 32 coupures du courant électrique. Madame Katikalanga, le courant électrique à Kinshasa, c'est vraiment devenu un casse-tête pour les foyers. Hein. Vraiment un casse-tête. Oui. Je l'ai dit tout au début, vous devez faire un effort pour organiser des débats des sociétés. Vous nous avez déjà menacé presque entre guillemets. Je continue. Vraiment. Vous avez déjà menacé. Je continue parce que les gens se sont plaints hier de payer des factures pour des courants non utilisés. Aujourd'hui, la SNEL a instauré le système de cartes prépayées. Si c'est cela qui va amener le courant pour tout le monde, moi je crois que la SNEL doit s'organiser pour avoir des bureaux qui vont travailler 24 heures sur 24. Ça veut dire que lorsque une personne a besoin d'une carte ou vient rapidement, c'est réfecté au niveau du bureau de la SNEL. Nous le vivons en Afrique du Sud, on le voit aussi en Europe, dans d'autres villes. Bon, il ne faudra pas qu'on ferme le bureau le week-end pour que les gens viennent chercher ou viennent payer que le lundi. Non, ça c'est trop compliqué. Il faudra qu'on s'organise. Il faudra aussi que la SNEL s'organise pour faire des émissions, pour descendre à la base, sensibiliser la population, comment est-ce qu'on doit procéder pour utiliser ou avoir accès aux cartes les systèmes qu'ils ont mis en place. Il faudra qu'on explique ça aux gens. Si c'est cela la solution, pour que tout le monde soit à mesure d'avoir l'électricité chez soi, c'est une très bonne chose. Une privatisation, comme une certaine opinion le pense, qu'on privatise la SNEL ou qu'on répartisse la distribution à quelqu'un d'autre, la production et tout ça, parce qu'en mettant tout ensemble, la SNEL ne parvient pas à tout gérer. Bon, je n'ai pas appris qu'on a privatisé la SNEL. Peut-être en privatisant, ça peut arranger des choses. Je n'ai pas appris ça, je ne sais pas. Mais quelque part, nous devons quand même savoir que la SNEL, c'est une entreprise commerciale. Hein. Elle est en train de vendre le courant, l'électricité. Donc, il faudra que la SNEL s'organise pour satisfaire ses clients qui sont nous, la population. Et en échange, nous payons aussi pour permettre à l'entreprise de fonctionner. Nous allons clôturer, mesdames et messieurs, nous allons parler un peu de nous-mêmes. Mais je voulais vous féliciter parce que je viens de suivre là. On vous a, oui, mais vous avez obtenu un diplôme de mérite. Vous comprenez que c'est ça ce que j'allais encourager. Ça veut dire que quand les femmes travaillent bien, il faudra un soutien à tous les niveaux.
on ne parle pas de 50%, on ne parle pas de la parité pour qu'on puisse nous donner ça sur un plateau d'or. Mais on a remis ça à Madame Colette parce qu'elle fait un travail qui est accepté et aimé par beaucoup de gens. Encore une fois, félicitations. Merci beaucoup. Mais aussi dire quelque chose. Je vous en prie. Mais pourquoi tout le temps on demande aux femmes de faire mieux? De faire preuve de compétence? C'est la question de faire plus. Pourquoi? Pourquoi on ne le demande pas aux hommes? Moi, j'aimerais que quand un homme et une femme amènent leur diplôme, qu'on prenne en compte les diplômes des hommes, avec grand H, et on compare juste les compétences. Ça s'arrête là. Madame, vous avez parlé de la reconnaissance des femmes, mais il y a beaucoup de femmes qui ne connaissent pas. Vous avez parlé des références. Est-ce que Madame Cathy Kalanga a-t-elle des références au Congo? Est-ce qu'il y a des femmes qui ont brillé dans certains domaines en RDC? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu d'elles? N'importe quel domaine, Madame Cathy Kalanga. Valorisons un peu les femmes. Oui. Je veux d'abord parler de Madame Sophie Kanza. La première femme ministre. Qui fut la première femme ministre dans notre pays. Diplômée, universitaire. Absolument. Elle a défendu vraiment la femme congolaise. Je voudrais aussi, en passant, jeter des fleurs à Maman Zoujou Mbomo. C'est une femme que j'avais beaucoup appréciée parce qu'elle est battante. Elle était gouverneure du Bas-Congo. Elle était d'abord bourgmestre à la commune de la Gombe. Ok. Et puis gouverneure au Bas-Congo. Et puis membre du comité central. Et puis beaucoup de choses. Mais en tout cas, j'ai... Propriétaire d'une chaîne de télévision aussi. Oh, oui, aussi, elle est membre dans notre plateforme. Membre de Femmes Entrepreneurs. C'est une entreprenante. Elle a des chambres froides. Elle s'en sort trop bien. Il y a une femme que moi j'apprécie beaucoup dans ma vie. Lorsque j'étais trop jeune, c'est Madame Ekila Lyonda. Elle fut première femme ambassadrice et première femme ministre des Affaires étrangères. Elle était très intelligente, cette femme. Et quand elle se défendait, ah non, mais c'était une bonne chose. J'aimais beaucoup cette femme. Elle était vraiment intelligente. Mais aussi, parce qu'il ne faudra pas que je cite beaucoup de femmes, mais je suis en train de dire... Nous avons le temps. Si vous en avez pour que les femmes vraiment... Du côté de l'opposition, du côté de la majorité et du côté de la société civile, il y a eu beaucoup de femmes qui ont émergé. Dans la société civile, que je voudrais... Non, il y a eu beaucoup de femmes que je suis en train de jeter des fleurs aujourd'hui pour les encourager à continuer cette lutte pour qu'on arrive à obtenir cette parité. J'encourage toutes ces femmes-là. Qu'elles sachent seulement que nous, on est là, nous allons les accompagner. Surtout les femmes politiques, nous allons vraiment les accompagner. Parce qu'elles sont en train de militer comme les hommes, mais lorsqu'on est en train... c'est réel d'ailleurs, les listes des gouverneurs qui ont été déposées auprès de la CENI, auprès du président Nanga, il n'y a pas eu beaucoup de femmes. Et pourtant, nous avons demandé qu'on puisse rejeter les listes qui ne représentaient pas 30% des femmes. Nous avons voulu qu'il y ait beaucoup de femmes. Bon, malheureusement, aujourd'hui, on a publié le résultat. Il n'y a eu aucune femme gouverneur. Pourquoi? Oui, je sais qu'elles sont butées aussi devant un problème de moyens, mais il y a aussi d'autres paramètres. Il faudra aider les femmes à avancer, à aller un peu plus loin pour qu'on voit comment est-ce elles vont rendre l'ascenseur pour amener aussi les autres à entrer dans ces combats-là. Je voudrais vous rappeler, vous savez que même lorsqu'on a publié notre constitution, ce sont les femmes elles-mêmes. Lors de notre retour de Sun City, les femmes s'étaient organisées. D'abord, au niveau de Sun City, on a créé le caucus de femmes, mais lorsque nous sommes arrivés ici, il a fallu que les femmes, qu'on mette toutes les femmes ensemble, politique, société civile, on est arrivé à créer le CAFCO. Mais les femmes ont milité. Nous avons fait notre mémorandum. Nous avons été voir toutes les autorités du pays. À ce moment, il y avait le 1+4. On a obtenu le soutien de 4 vice-présidents. Jean-Pierre Bemba, Azarias Roberoy,
Zaïd Ngoma et Papa Yerodia, tous, sans exception, nous ont soutenus. Les chefs de l'État, Joseph Kabila nous a soutenus. Parce qu'il avait envoyé son représentant, à ce moment, c'était le sénateur chez Okitundu. Il nous a soutenus. Nous avons été voir le président de l'Assemblée nationale. À ce moment, c'était l'honorable Olivier Kamitatou, qui nous a soutenus, qui a même dit qu'il va vraiment jouer pour que l'Assemblée nationale puisse arriver à voter cette loi pour que nous ayons la parité dans notre constitution. On parle de la mise en œuvre de la parité qui est un processus, c'est un peu compliqué. Hein? Moi, j'aimerais qu'on parle de la parité tout court. Tout ça, la parité, c'est au niveau des postes nominatifs. Mais en ce qui concerne les élections, j'ai vu même lorsqu'on a publié la loi électorale, lors de clôture, je crois, des travaux de concertation nationale, les chefs de l'État demandaient que là où il y a 3 postes, et que je crois qu'on accorde un poste aux femmes pour qu'elles se battent. Pour quelque chose comme ça réservé spécialement aux femmes. Aux femmes, voilà justement. Il a soutenu ça. Tout le monde, sans exception, a soutenu. Mais pourquoi nous ne vivons pas de cette parité-là? Qui met les bâtons dans le roue, les bananes dans le roue pour que tout ça ne puisse pas être mis en application? C'est quand même dommage. C'est quand même dommage, comme vous êtes en train de le dire. Vous êtes une femme des médias. Vous devez, je crois, avoir beaucoup d'informations. Bon, nous avons évoqué beaucoup de paramètres qui font que ça bloque un peu. Il y a les hommes, il y a les combats entre femmes, les combats avec les hommes, il y a le MERS, il y a même les climats politiques, il y a beaucoup de choses. Mais cela ne va pas nous amener à se fatiguer, à mener cette guerre jusqu'à ce que nous allons obtenir gain de cause. Voilà, nous allons terminer par nous-mêmes. Nous allons parler de notre structure, l'UNPC, la structure qui fédère un peu les journalistes. Nous allons parler de la réaction du DG de Congo Web, Gilbert Biladi, par rapport à une injonction, entre guillemets, du président de l'UNPC Kinshasa par rapport à la promulgation des résultats provisoires des présidentielles du Congo-Brazzaville. Nous allons parler de la réaction d'un journaliste par rapport à ça, Innocent Olenga de Radio Okapi. Et nous allons terminer évidemment par les 45 ans de l'UNPC. L'interdiction aux médias de la RDC de relayer les résultats partiels de présidentielles en République du Congo a été diffusée sur Télé 50, télévision gérée par le président de l'UNPC Kinshasa, Jean-Marie Kassamba. Une mesure loin de plaire aux professionnels de médias de Kinshasa. Ces derniers dénoncent le musellement de la presse par une organisation sans qualité. Pour tirer au clair cette affaire, nous sommes allés à la rencontre du directeur général de Congo Web Télévision. Gilbert Biladi s'étonne de la mesure et précise. Nous avons les ministères des médias qui gèrent la réglementation des médias. Et nous avons le CESAC qui fait la régulation de contenu. Nos contenus sont gérés par le CESAC. Si nos contenus posent problème, il y a le CESAC, il y a le ministère des médias. Le syndicat des journalistes, INPC, n'intervient que lorsqu'il y a une accusation. Est-ce que le gouvernement de Brazzaville a écrit à l'UNPC accusant des chaînes de télévision de Kinshasa d'avoir violé, ne sais pas quelle loi? Je ne pense pas. Autre éclaircissement apporté par le DG de Congo Web TV avait trait à la délivrance de la carte de presse en République démocratique du Congo. Actuellement, parce que les choses n'ont pas été corrigées, l'UNPC est supposé être l'unique syndicat des journalistes au Congo. Aujourd'hui, si nous voulons faire des choses dans la démocratie, on doit revoir et retourner la carte de la presse au ministère des médias ou à une organisation que l'État mettra en place pour délivrer la carte de presse. La décision de Jean-Marie Kassamba, relayée sur les antennes de Télé 50, a produit une pétition contre sa personne en vue de sa destitution. Elle circule aujourd'hui de rédaction en rédaction.
Innocent Olenga est journaliste et sociétaire de l'UNPC. Ce professionnel des médias était ce matin dans les installations de Congo Web Télévision, dans sa gibecière, la pétition contre l'actuel président de l'UNPC Kinshasa, Jean-Marie Kassamba. Innocent Olenga, après un bref entretien avec le directeur des informations de Congo Web Télévision, André Moukini, va dévoiler les griefs à l'encontre de Jean-Marie Kassamba. Vous avez suivi les communiqués qui est passé sur sa chaîne, signé UNPC. Or, c'est une décision qu'il a prise seul, sans consulter les membres du comité provincial, interdisant les médias de Kinshasa de publier les résultats partiels de l'élection présidentielle du Congo-Brazzaville. Et ce communiqué est assorti des menaces de sanctions. Nous jugeons ça extrêmement grave, parce que l'UNPC n'a pas qualité de sanctionner les médias. Il usurpe les pouvoirs de ces sacs et il ne se limite pas là-bas. Il organise une émission où il s'attaque aux médias pour les reproches que lui fait de n'avoir pas diffusé les cultes écuméniques appelant au dialogue. Et là, il indexe Radio Kapi, il indexe RFI, il indexe France 24. Il estime même que ces médias-là sont à la sorte des chancelleries occidentales pour déstabiliser les pays. Et ce sont des propos graves. Nous avons trouvé ça comme manque de solidarité qui nous est exigé par notre déontologie. Il ne se limite pas là-bas. Il passe dans une émission sur Radio Kapi, où il se présente comme coordonnateur des 5 chantiers, coordonnateur de la révolution de la modernité. Bientôt, il va gérer les documents stratégiques de développement. Tout ça, ce sont des fonctions politiques qui ont d'incompatibilité avec notre fonction de journaliste. Et pour toutes ces raisons-là, nous avons initié notre pétition. Nous allons de rédaction en rédaction pour récolter des signatures. Autant d'accusations qui devraient interpeller les responsables du secteur de l'audiovisuel, notamment le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication ou encore l'OMEC. Jusque-là, aucun écho n'est retenti. L'initiateur de la pétition a néanmoins saisi les membres du comité national de l'UNPC, mais aussi ceux de la ville-province de Kinshasa. Il espère leur implication en vue de la promotion des valeurs et du bon fonctionnement de cette organisation de professionnels de médias. Quoi de mieux qu'une réflexion pour célébrer un anniversaire? C'est l'option prise par l'UNPC pour commémorer ses 45 ans d'existence. Un forum sur la viabilité économique des organes de presse qui va permettre au président de l'Union de la presse du Congo de revenir sur les différentes péripéties qui ont caractérisé la marche vers la reconnaissance de cette organisation comme cadre fédérateur des journalistes en RDC. Kassonga Chilunde va en outre inviter le journaliste au respect de l'éthique et de la déontologie, mais aussi à la solidarité. Nous réaffirmons en ce moment où l'UNPC est devenu mature que le journaliste congolais doit être aussi mûr. Il doit être mieux outillé pour savoir que les faits sont sacrés et le commentaire est libre. C'est donc dans cet esprit de liberté du commentaire que la démocratie impose la tolérance et met l'accent particulier sur le débat d'idées. Pour sa part, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel congolais va plutôt interpeller l'UNPC afin qu'elle s'assure avant tout de la prospérité des médias et mettre les journalistes dans des bonnes conditions sociales mais aussi professionnelles. Nous pensons que dans ce contexte de pauvreté des médias et de précarité des professionnels, l'une des actions prioritaires que votre instance devrait entreprendre, au-delà du souci de faire acquérir le journaliste le b.a.-ba du journalisme, doit avoir pour finalité de contribuer à la prospérité des médias pour mettre le journaliste dans de bonnes conditions de travail. Ce forum a bénéficié de la participation du ministère des Médias et de l'appui de l'USAID et Internews. Chers membres des commissions, Madame Kati Kalanga, est-ce que la presse accompagne la société civile dans ses actions? Je voudrais d'abord donner une précision. L'une des thématiques de la société civile, c'est le média, cette composante-là. Donc la presse, c'est la société civile. Et nous voulons vraiment demander à la presse de nous accompagner dans le travail qu'on est en train d'effectuer. Et surtout que la société civile aujourd'hui doit s'impliquer, doit travailler
pour faire asseoir la démocratie dans notre pays. Et pour vous, la presse congolaise est-elle libre? Est-ce que la presse congolaise exerce vraiment en toute liberté son travail en République démocratique du Congo, Madame Cathy Kalanga? Bon, moi je suis en train de suivre vos débats. Je l'ai dit tout à l'heure que vous êtes beaucoup plus dans la politique. C'est beaucoup plus la politique qui intéresse la presse congolaise. Mais je crois que la presse doit s'y mettre pour donner l'espace à la jeunesse, pour donner l'espace aux femmes, pour donner l'espace aujourd'hui dans les activités socio-économiques. Il faudra nous donner l'espace. Il faudra donner l'espace à la santé. Il faudra donner... C'est ça, tout ça. C'est ce qui fait partie de la vie. Que tous les secteurs de la vie soient vraiment accompagnés par la presse. Vraiment que la presse puisse nous accompagner. Je crois que c'est seulement comme ça que nous pourrions nous permettre au peuple de se retrouver. Mais sinon, parce que vous ne vivez pas dans l'autre monde, hein. Vous vivez avec nous ici en République démocratique du Congo, et pour que vous puissiez aussi avoir la bonne information, venez vers nous à la base. Parlez avec nous. Dans les Wenze, là où on se met dans des casiers, là où on est en train de vendre les bitekuteko et les matembele, venez parler avec nous. En échangeant avec nous, je crois que vous aurez la bonne information et vous allez nous aider aussi à faire entendre la voix du peuple. Parce que vous faites partie de ces peuples-là. Vous êtes une thématique de la société civile. Vous devez vous impliquer. Nous allons clôturer en toute beauté. Madame, j'aimerais quand même que vous nous parlez un peu des femmes des médias qui vous ont marqué ou qui vous marquent ces derniers temps en République démocratique. Wow. Il faut en parler un peu. C'est notre mois. En tout cas, tout est permis pour parler, pour rehausser un peu la femme dans tous les secteurs. Ah, oh là là. Bah, je voudrais féliciter toutes les femmes qui se battent. On est en train de suivre dans beaucoup de chaînes. Je vois sur B1, Congo Web, RTC, je vois CCTV. Au risque que je puisse citer d'autres noms, les autres ne se retrouvent pas. Je préfère vraiment dire à toutes les femmes du média qu'elles fassent un effort aussi pour accompagner les femmes qui émergent, pour accompagner les femmes qui se battent, parce que les médias, c'est un aspect trop complexe aussi. Hein? Si on n'est pas bien encadré, on risque de commettre aussi des erreurs qui ne vont pas aider dans l'avenir. C'est tout ce que je veux, c'est un appel voilà, que je lance auprès des femmes du média. Vous êtes vraiment le dernier invité pour le mois de la femme, ce mois dédié aux droits de la femme. Est-ce que vous avez un message spécial vraiment aux femmes, que ce soit les femmes élites, les femmes ménagères, les femmes ouvrières? Est-ce que vous avez un message spécial, Madame Cathy Kalanga? En tout cas, vous vous adressez aux femmes pour clôturer ce mois de la femme. Merci, Maman Colette. Le message, c'est d'abord que les femmes puissent s'approprier de l'article 14 de notre Constitution qui parle de la mise en œuvre de la parité et puissent s'impliquer pour mobiliser, sensibiliser et se soutenir mutuellement, s'accepter mutuellement et qu'il y ait cette tolérance. C'est ce qui va faire qu'aujourd'hui les femmes puissent émerger. Sinon, au cas contraire, ça sera juste des discours et puis de slogans. Hein. On va rester là-bas en train de tournoyer pour ne pas avoir gain de cause. Je vais en profiter pour lancer le même message en lingala. Je vous en prie. Nalingna senga na ba mama nyoso ya RDC que sanza ya ba mama eza kosila ezali sanza et permetaki biso po tosala bilan kasi soki totali thème wana ya parité wana ezali te ke to banda koboya kotosa ba papa na ndako kasi parité ezali en rapport ya mosala o biso tozali kosala en rapport ya kelase biso totangaki et que tokoki pe ko apporter eloko moko de plus pona kotonga mboka na biso. Voilà, mesdames et messieurs, c'est le message de Madame Cathy Kalanga. Très heureuse donc de clôturer ce mois de mars avec une dame. Et je ne l'ai pas oublié, hein, le dossier de l'UNPC Kinshasa et l'Innocent Olenga. Le rendez-vous est pris pour mardi dans Web Press. Nous allons creuser ce dossier par rapport au statut et règlement intérieur de ces deux organes parce qu'il y a
vraiment une grande confusion entre l'UNPC et le CESAC. Et en tout cas, nous de la presse, nous allons nous mettre autour d'une table pour essayer de creuser un peu plus par rapport à ces deux structures. Donc merci encore à Madame Cathy Kalanga, en tout cas très heureuse de vous avoir eu sur ce plateau pour clôturer ce mois de la femme. Merci à l'équipe technique, à Maïlo Bumba et à Rassis par rapport en tout cas au côté technique. Et merci à tous mes followers sur les réseaux sociaux. Vous allez découvrir la grande dame Cathy Kalanga, puisque vous l'avez demandé, et bien voilà une grande dame de ce pays avec laquelle nous avons clôturé ce mois-ci. Et nous nous retrouverons, mesdames et messieurs, avec le même plaisir, sinon pas plus, au mois d'avril, Inch'Allah.